Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de Joy Farm. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo éducative. Alors chers amis, je ne cesserai jamais de vous le dire. L'élevage de porc est une activité très rentable. Cette activité nourrit son âme et peut vous permettre de réaliser de grandes choses en tant que jeune. Alors si vous hésitez encore, ne doutez pas, moi je vous le confirme. Moi, c'est cette activité que je fais depuis un bon moment et je suis très à l'aise. Vous savez, les animaux sont des êtres vivants comme nous. Et en les élevant pour la production, pour la commercialisation, on a une certaine satisfaction puisqu'on rend service aux autres. Et au-delà de ça, nous gagnons beaucoup d'argent dans ce domaine. Donc, ne négligez pas. Alors, chers amis, aujourd'hui, je veux avoir votre attention pour la planification des cycles d'élevage de porc, puisque c'est ce que nous avons entamé dans la vidéo précédente. Nous n'avons pas pu finir. Aujourd'hui, c'est la partie 2 que nous voulons aborder. Alors, soyez attentifs, suivez jusqu'à la fin pour essayer de retenir toutes les informations que nous voulons partager avec vous dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La dernière fois, on s'était arrêté sur l'étape de la mise bas. Alors, à cette étape, nous avons notamment conseillé à ceux qui se lancent dans l'élevage de porc de veiller à ce que chaque porcelet, chaque nouveau-né puisse prendre le colostrum, c'est-à-dire le premier lait qui sort des mamelles de la truie. Ce colostrum permet aux porcelets de renforcer leur système immunitaire et de bien amorcer leur développement. Alors après ça, un autre conseil que je voudrais ajouter aujourd'hui après la mise bas, c'est de vérifier régulièrement l'état des porcelets. Il faut contrôler. Si par mégarde, la truie ne s'est pas couchée par hasard sur le porcelet qui est encore fragile, parce que si cela arrive, vous risquez d'avoir des mortalités sur votre ferme. Alors, contrôlez régulièrement. L'animalier qui est sur la ferme doit veiller régulièrement, doit surveiller régulièrement les animaux pour éviter de potentielles pertes. Alors, chers amis, voilà un peu ce qu'il faut faire juste après la mise bas. Alors, après l'étape de mise bas, il faut maintenant suivre le développement des porcelets. Alors, ce développement comporte généralement la phase que nous appelons la phase de sevrage. Alors, chers amis, vous savez, quand les porcelets naissent, ils consomment régulièrement de lait, ils prennent le lait maternel. Alors, en dehors de ce lait-là, les porcelets consomment l'aliment qu'on donne à la truie. D'accord? Les différents aliments qu'on donne à la truie, les porcelets vont consommer ça inévitablement. Donc, le lait, d'abord, les nouveaux-nés, c'est le lait qu'ils vont consommer. Et en dehors du lait, ils consomment l'aliment qu'on donne à la truie. Alors, pour passer maintenant à la phase de sevrage, vous savez, les porcelets ont déjà pris une certaine habitude à consommer l'aliment qu'on donne à la truie, les différents aliments qu'on donne à la truie. Et vous savez, quand on passe à l'étape de sevrage, ce ne sera plus le même aliment que les porcelets vont consommer. Donc, c'est tout un autre monde que les porcelets vont découvrir à l'étape de sevrage. C'est pourquoi, lorsque les porcelets sont déjà tout petits, il faut veiller à ce que si ces derniers consomment réellement les aliments consommés par la truie, et au-delà de ça, maintenant, avant de passer à l'étape de sevrage, avant de leur donner des aliments auxquels ils ne sont pas habitués, il faut faire un certain nombre de traitements. Il faut prendre certaines précautions pour éviter des risques, notamment des risques d'indigestion. Alors, quand je parle de traitement, je parle notamment du traitement hépatoprotecteur. C'est quoi le traitement hépatoprotecteur? C'est juste un traitement qui permet de protéger le foie des porcelets pour mieux résister aux différents nouveaux aliments qu'on va intégrer dans leur alimentation. Vous savez, lorsqu'un organisme est habitué à un certain type d'aliment et on veut cesser de consommer cet aliment en apportant brusquement de nouveaux aliments, lorsque l'organisme n'est pas habitué, il y a des risques que l'organisme rejette ces aliments-là en provoquant des anomalies comme la diarrhée. Vous aurez remarqué, si vous avez une ferme et vous remarquez régulièrement que vos porcelets font régulièrement la diarrhée, c'est un problème d'alimentation et qu'ils ne sont pas habitués aux aliments que vous leur donnez. Donc, il faut veiller à ce petit. C'est un petit détail que beaucoup de gens négligent et ce petit détail peut être un game changer dans votre alimentation. Il faut veiller à ces petits trucs-là pour éviter des
problèmes. Il y a aussi le fait de veiller à la transition alimentaire. Alors, qu'appelle-t-on transition alimentaire? Avant de développer cette notion, je vais rapidement vous parler de la phase de croissance. Vous savez, quand on passe de la phase de l'étape de porcelaine à l'étape de sevrage jusqu'à l'étape d'engraissement, il y a des changements qui s'opèrent. D'accord? Il y a des changements physiologiques. Et quand on parle de changement physiologique, on parle nécessairement de changement des besoins nutritionnels, des besoins alimentaires. Alors, quand il y a changement des besoins alimentaires, il y a forcément changement de la ration alimentaire, changement des formules alimentaires. Donc, ce que les porcelains étaient habitués à consommer, ils ne seront plus autorisés à consommer cela, puisque leurs corps ont changé. On veut atteindre des objectifs de prise de poids avec eux, donc il faut leur donner une certaine qualité d'aliments. Alors, pour éviter, comme je le disais tout à l'heure, les risques d'indigestion et d'autres problèmes liés à l'alimentation, il faut assurer une bonne transition alimentaire de la phase de sevrage jusqu'à la phase d'engraissement. À l'étape d'engraissement, qu'est-ce qu'il faut faire pour valider l'étape de transition alimentaire? Alors, pour réussir la transition alimentaire, c'est simple. Il faut juste intégrer les nouveaux aliments que vous voulez donner à vos sujets. Il faut les intégrer dans leur alimentation de manière progressive. Alors, le premier jour, après le sevrage, bien sûr, le premier jour de l'engraissement, vous pouvez intégrer juste 25% des nouveaux aliments que vous voulez donner à vos sujets. Vous pouvez intégrer dans leur ration juste 25% de la nouvelle formule alimentaire que les porcelains doivent consommer jusqu'à la fin de leur cycle de production. Donc, intégrer 25% à l'ancienne formule alimentaire auquel ils étaient habitués. D'accord? On suppose que les sujets avaient l'habitude de consommer 100% d'une formule alimentaire X. Pour maintenant favoriser une bonne transition alimentaire, vous prenez maintenant 75% de l'ancienne formule alimentaire que vous utilisez au niveau de la truie et vous ajoutez 25% de la nouvelle formule alimentaire que vous voulez utiliser dans la phase d'engraissement. Et ça, c'est le premier jour. Alors, au deuxième jour, qu'est-ce qu'il faut faire? On augmente un peu la ration au niveau de la nouvelle formule alimentaire Y, c'est-à-dire on augmente un peu à 50% et on ajoute l'ancienne formule alimentaire 50% aussi. Donc, ça fait moitié-moitié. Alors, le troisième jour, vous ramenez la nouvelle formule alimentaire à 75, vous maintenez l'ancienne à 25. Et le quatrième jour, vous pouvez reproduire le même processus et progressivement adopter la nouvelle formule, ramener la nouvelle formule alimentaire à 100%. Pourquoi on fait ça? C'est pour habituer l'organisme des sujets à la nouvelle alimentation, pour éviter tout risque de maladie, tout risque d'indigestion, tout risque de diarrhée qui pourrait être la cause de potentielle mortalité. D'accord? C'est des points très, très importants que beaucoup de personnes négligent. Ils ont des mortalités. Ils ne comprennent pas ce qui est à la cause de ces mortalités-là. Alors, nous vous donnons quelques codes qu'il faut mémoriser en même temps. Et si vous ne pouvez pas mémoriser, notez directement pour ne pas oublier. La transition alimentaire doit être bien gérée. Si vous gérez mal la transition alimentaire, vous risquez d'avoir des mortalités. Alors, chers amis, après avoir assuré une bonne transition alimentaire et après avoir fait un traitement hépatoprotecteur adapté pour favoriser la digestion et favoriser une bonne consommation alimentaire chez vos sujets, nous passons maintenant aux différents traitements, aux autres traitements qu'il est important d'administrer au sujet pour éviter toujours le potentiel risque de maladie, le potentiel risque de mortalité. Alors, en parlant de traitement, tout à l'heure, j'avais parlé de traitement hépatoprotecteur pour favoriser la consommation alimentaire et éviter tout risque de diarrhée. Il faut noter que lorsque les porcelains, déjà à la phase juste après la mise bas, le troisième jour, il est important d'injecter le fer à vos porcelains. Pourquoi injecter le fer? C'est simple. C'est pour renforcer d'abord la dose de sang dans chaque porcelain. Vous savez, le fer a la propriété d'enrichir le sang dans l'organisme. D'accord? Donc, pour éviter tout risque d'anémie, il faut donner le fer, puisque les porcelains, lorsqu'ils naissent, ils sont encore très, très faibles
et il faut les renforcer leur système immunitaire, leur donner beaucoup plus de force et en voulant leur renforcer, cet apport supplémentaire de fer va leur permettre d'être beaucoup plus vigoureux et d'avoir un apport conséquent de sang pour éviter les problèmes d'anémie, puisque les problèmes d'anémie sont aussi à la base de mortalité dans les femmes et les gens l'ignorent. Alors, après le 3e jour, il faut maintenant attendre le 21e jour pour apporter encore ce fer-là. C'est très important aussi, puisque déjà le 3e jour, l'apport supplémentaire de fer que vous avez fait peut s'estomper. Et le 21e jour, il est important de renouveler ce traitement pour éviter tout risque d'anémie encore. Alors, après ce traitement de fer, après cet apport de fer, il faut aussi faire d'autres traitements comme les traitements de déparasitage. Il est important, vous savez, dans tout type d'élevage, il est important de veiller aux soins sanitaires. Cela est indispensable si vous voulez éviter des risques de maladie. Donc, faites régulièrement le déparasitage et le déparasitage se fait de manière cyclique, d'accord? On ne le fait pas au hasard. Il faut par exemple attendre un certain nombre de jours et ça doit se faire chaque 45 jours pour éviter des risques de maladie. Il faut aussi apporter de la vitamine à vos sujets pour renforcer toujours leur système immunitaire et leur permettre de bien grandir, puisque dans la phase d'engraissement, l'alimentation est très importante. L'alimentation que vous allez donner à vos sujets doit être riche, d'accord? Et quand on parle de richesse de l'alimentation, il y a forcément des vitamines qu'il faut apporter régulièrement. En dehors des vitamines, il y a aussi les protéines qui sont très, très indispensables. D'accord? Dans les formules alimentaires que vous allez adopter dans la phase d'engraissement, la dose de protéines doit être très, 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 très importante. Et aussi, on n'oublie pas les doses d'apport énergétique. Tous ces éléments sont très importants pour l'engraissement de vos sujets. Alors, déjà, j'insiste encore sur l'alimentation. Si vous avez du mal à composer des formules alimentaires adaptées à vos sujets, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Nous allons vous proposer les meilleures formules alimentaires adaptées à votre localité, bien sûr, puisque chaque localité a ses matières premières. Les matières premières, et c'est en fonction des matières premières disponibles dans chaque région que nous nous proposons des formules alimentaires pour vos sujets. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aurait aidé, cette vidéo, bien qu'elle soit riche. J'espère qu'elle va beaucoup vous aider dans votre élevage et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. Ciao.